Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les Congolais sont toujours dans l'attente des résultats des élections législatives et provinciales. La publication des résultats des scrutins du 20 décembre dernier, initialement prévu le 2 janvier, a été renvoyée à une date ultérieure par la Commission électorale nationale indépendante. L'année 2023 s'est clôturée avec une victoire symbolique au Mali. Les forces armées maliennes ont repris le contrôle de la ville de Kidal, localité contrôlée depuis une décennie par les rebelles indépendantistes Touareg. Le gouvernement malien poursuit son engagement ferme à renforcer la sécurité et la défense du pays. Et la Coupe d'Afrique des Nations de football débute dans moins de 10 jours en Côte d'Ivoire. Le Maroc, demi-finaliste à la Coupe du Monde 2022, fait figure de favori. Gros plan dans cette édition sur les Lions de l'Atlas, logés dans la poule F. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les recours concernant les résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier ont pris fin et un seul candidat a finalement fait appel des résultats publiés par la CENI, donnant le président sortant, Félix Tshisekedi, vainqueur avec 73% des suffrages. Il s'agit de Théodore Ngoy, arrivé dernier de ce scrutin avec 0,02% des suffrages. Bien que le processus électoral soit contesté par bon nombre de candidats à la présidentielle, la quasi-totalité des opposants a abdiqué en refusant de déposer un recours. La Haute Cour a désormais un délai de 7 jours pour statuer. Et si les résultats de la présidentielle sont connus en République démocratique du Congo, ceux des élections législatives et provinciales qui se sont tenues à la même date se font attendre. Leur publication était initialement prévue le 2 janvier, mais la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le report à une date ultérieure au motif que la compilation des résultats est toujours en cours. Les précisions de Séverin Duc. La publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux, initialement prévues les 1er et 3 janvier, sera organisée dans un meilleur délai, a annoncé la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, dans un communiqué rendu public le 2 janvier 2024. Une situation que l'institution chargée de la gestion des élections justifie par la compilation en cours des résultats, motif qui ne satisfait pas les électeurs et autres candidats au scrutin. Certes, il y a eu effectivement élections combinées le 20 décembre dernier dans notre pays. Il faut dénoncer cependant les nombreux cas d'irrégularité et bourrage des urnes enregistrés à travers la République. C'est pourquoi il est plus qu'urgent que la centrale électorale analyse ces différents cas et éventuellement les élaguer avec toute responsabilité du processus en cours pour qu'enfin le résultat soit accepté par tous. La CENI avait organisé ces 3 scrutins, couplés à la présidentielle, le mercredi 20 décembre 2023, scrutin qui a connu un taux de participation évalué à 43%, soit environ 44 millions de personnes sur les 100 millions que compte le pays d'Afrique centrale. Plus de 5000 incidents irréguliers documentés par les observateurs à travers le pays ont émaillé ces élections. À l'heure où le vainqueur de la présidentielle, le président Tshisekedi, attend l'investiture officielle après sa victoire écrasante avec plus de 73% des suffrages exprimés en sa faveur, la CENI invite les candidats au scrutin à la patience. La CENI invite les candidats députés nationaux et provinciaux ainsi que les potentiels candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province à la patience. Le scrutin du 20 décembre 2023 consacre, en plus de l'élection du président de la République, celle de 500 membres de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, mais aussi 108 membres du Sénat, ainsi que 26 gouverneurs. C'était un symbole de la lutte antiterroriste au Mali. La ville de Kidal est retournée le 14 novembre dernier sous le contrôle des forces armées maliennes. La fin d'une lutte acharnée de 10 ans puisque cette localité était contrôlée par les rebelles depuis mai 2014. Il s'agit donc d'une importante victoire pour les autorités de transition au pouvoir depuis 2020. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara.
Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a salué avec enthousiasme auprès d'Africa 24 la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne, marquant ainsi une avancée significative dans le rétablissement de la stabilité et de la sécurité dans la région. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à cette victoire militaire, soulignant l'importance stratégique de cette avancée pour le pays. Kidal faisant partie intégrante du territoire national malien, les forces de défense et de sécurité ont reçu pour mission de tout mettre en œuvre pour que cette emprise puisse revenir à l'État malien, ce qui est le cas. Nous allons continuer à œuvrer pour le retour des populations qui, pour certains, ont fui ces localités. Mais je pense que c'est un pas important dans le sens de la reprise de contrôle de notre territoire, parce que justement, certains de ces territoires que nous ne contrôlions pas étaient utilisés pour créer l'insécurité, attaquer les populations civiles et les institutions de l'État malien. Abdoulaye Diop a également révélé que le gouvernement malien a alloué 25% de son budget à l'armement, mettant en évidence l'engagement ferme du pays à renforcer sa capacité de défense et de sécurité. Ces investissements majeurs reflètent la détermination du gouvernement à faire face aux défis sécuritaires persistants et à assurer la protection de ses citoyens. Nous avons fait des investissements extrêmement importants pour relever les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, l'État malien dépense plus de 25% de son budget national pour la défense et la sécurité. Nous avons équipé notre armée pour un pays qui a une superficie de plus d'1 200 000 km². Nous avons aussi investi massivement dans l'acquisition de vecteurs aériens qui nous ont permis aujourd'hui de relever le niveau et de monter en puissance. Je pense que c'est ce changement de paradigme sécuritaire avec les investissements qui ont été faits, la détermination et la combativité des forces de défense et de sécurité, leur sens du sacrifice. C'est l'ensemble de ces paramètres qui nous ont conduits à ce résultat. Symbole de la lutte antiterroriste au Sahel, la ville de Kidal était depuis 11 années encerclée par les groupes armés qui réclament leur indépendance. Durant tout ce temps, ces derniers avaient réussi à empêcher l'armée régulière malienne à s'en approcher. Selon le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, il s'agit d'une avancée considérable qui démontre la pertinence des choix stratégiques opérés par le Mali. Également dans l'actualité, l'accord signé le 1er janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland continue de secouer la corne de l'Afrique. Des centaines de personnes ont manifesté dans la capitale somalienne, Mogadiscio, le 3 janvier pour dénoncer cette entente que la Somalie juge illégale et qualifie d'agression et d'offense à sa souveraineté nationale. Pour rappel, le 1er janvier, l'Éthiopie et le Somaliland ont signé un mémorandum d'entente offrant à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge via le port de Berbera pour une durée de 50 ans, un bail exclusif qui a suscité des inquiétudes quant à la souveraineté de la Somalie qui a toujours exclu l'indépendance du Somaliland, région séparatiste. Face à la colère de la Somalie, l'Éthiopie a publié un communiqué assurant que cet accord maritime ne transgresse aucune loi. Le Niger, 7e producteur mondial d'uranium, a vu les recettes d'exportation de cette matière première baisser en 2022. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest chiffre cette baisse à 7% sur un an. Cette évolution s'expliquerait notamment par le recul des volumes expédiés avec l'arrêt de l'une des principales industries d'uranium intervenue au premier semestre 2021. Les explications de Philomène Tin. Classé 7e au rang des plus grands fournisseurs d'uranium au monde et 2e en Afrique, le Niger a produit 2,2 tonnes métriques d'uranium en 2022 selon les données de l'Association nucléaire mondiale. Ce minerai essentiel pour la production d'énergie nucléaire représente une part significative des exportations du Niger. Toutefois, les recettes d'exportation de l'uranium du pays ouest-africain ont chuté de 7% en 2022 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, le métal radioactif n'a rapporté que 97,7 milliards de francs CFA au Niger en 2022 contre 105 milliards de francs CFA en 2021.
Ce qui se passe au niveau du Niger est que l'arrêt d'une unité de production a généré une chute de la production de façon normale, mais cette chute n'a pas pu être compensée par la hausse en termes de fluctuations sur les cours de l'uranium au niveau des places de marché internationales. Il en résulte donc un déficit budgétaire en termes de recettes pour ce pays. La baisse des volumes d'uranium expédiés par le Niger en 2022 ayant occasionné la chute des recettes d'exportation résulterait de l'arrêt de la production de la Cominac, l'une des principales industries uranifères au Niger, intervenue au premier semestre 2021. Il est bien de comprendre que l'exploitation des mines d'uranium requiert de disposer de moyens financiers conséquents pour se doter d'unités opérationnelles assez sophistiquées au fur et à mesure que la mine devient mature et qu'elle prend de l'âge. Les investissements dont a besoin l'industrie de l'uranium au Niger se situent à 3 niveaux majeurs. Le premier, évidemment, c'est un investissement dans l'équipement, c'est-à-dire l'outil de production. Le deuxième investissement, c'est un investissement sur les ressources humaines. Et enfin, il faut un investissement dans le domaine sécuritaire. L'uranium représente 15% des recettes d'exportation du Niger, mais génère moins de 5% de recettes publiques. Ce pays, qui assure environ 4% de l'approvisionnement mondial en uranium, dispose de 311 110 tonnes métriques de réserves d'uranium. Il dénonçait la ségrégation raciale à travers ses clichés. Le Sud-Africain Peter Magubane, décédé le 1er janvier à l'âge de 91 ans. Ce célèbre photographe et activiste est notamment connu pour ses photos prises lors du massacre de Sharpeville en 1960 ou encore lors du soulèvement de Soweto en 1976. Retour sur son parcours avec Catherine Gobey. J'ai utilisé mon appareil photo comme une arme, j'étais prête à mourir pour ma liberté. Personne ne pouvait m'empêcher de prendre des photos. Le photographe Peter Magubane, qui racontait l'histoire tumultueuse de l'Afrique du Sud à travers son objectif, est décédé le 1er janvier 2024 à l'âge de 91 ans. Né en 1932, Peter Magubane a consacré sa vie à capturer les dures réalités de l'apartheid. Intrépide, il s'est imposé comme une figure majeure dans la dénonciation de la brutalité de la ségrégation raciale. Son travail n'a donc pas seulement documenté la lutte pour la liberté, mais également joué un rôle important dans la prise de conscience mondiale des injustices auxquelles est confrontée la population sud-africaine. C'est la mission qui m'a été confiée, la police était partout. Je me suis dit que je ne retournerais pas au bureau sans une photo. Je suis allé acheter une demi-miche de pain et j'y ai mis mon appareil photo et je suis retourné là où il se trouvait. J'ai pris des photos comme si je mangeais. Ils ont dû se dire que ce nègre était affamé. Sa détermination à dénoncer les violences raciales lui ont valu de nombreux sévices, notamment des passages à tabac et 586 jours consécutifs d'isolement. Les dangers auxquels étaient confrontés les photographes noirs dans les townships ségrégés de l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud étaient tels que Peter Magubane s'est mis à cacher son appareil photo dans des miches de pain évidées ou des cartons de lait vides. Parmi ces faits d'armes, l'on recense des images de 69 manifestants non armés décédés à Sharpeville en 1960. Le procès de Nelson Mandela et d'autres dirigeants du Congrès national africain à Rivogné au début des années 1960 et le soulèvement des lycéens à Soweto en 1976. Sa photo la plus célèbre est certainement « Europeans Only », prise dans une banlieue de Johannesburg. Elle montre une jeune fille blanche assise sur un banc avec une pancarte indiquant « Europeans Only », tandis que sa nourrice noire assise derrière peigne ses cheveux. Si vous ne pardonnez pas, vous vous promenez avec la tête enflée, vous ne pouvez pas faire les choses correctement parce que votre tête est pleine de rancune. Les contributions de Peter Magubane au mouvement anti-apartheid resteront indélébiles dans les annales de l'histoire sud-africaine. Il laisse derrière lui un héritage qui transcende les frontières géographiques et temporelles.
Plus que 9 jours avant le coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera en Côte d'Ivoire dès le 13 janvier prochain. Parmi les 24 équipes en lice, il y a le Maroc, demi-finaliste à la Coupe du Monde 2022. Une performance qui confère aux Lions de l'Atlas le statut de favori. On fait le point avec Séverin Douqueux. Le 28 décembre 2023, Walid Regragui a rendu public sa liste des 27 sélectionnés pour défendre les couleurs marocaines à la CAN ivoirienne qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024. Un événement qui lance les hostilités pour les Lions de l'Atlas, très attendu à ce rendez-vous sportif continental majeur. La sélection maghrébine doit redorer son blason à cette compétition. En 19 participations à la CAN, le pays n'aura soulevé le trophée qu'une seule fois, c'était en 1976. Pour le sélectionneur marocain Walid Regragui, l'ambition est claire, il s'agit de briser la malédiction de la Coupe d'Afrique 45 ans après le dernier sacre de son pays. Plus les compétitions africaines avancent, plus on s'éloigne de la date où l'on avait remporté, mais ce n'est pas une raison de se mettre la pression. On va y aller pour jouer notre football, pour donner le maximum et surtout pour ne pas avoir de regrets. Les performances récentes de la sélection marocaine de football font d'elle l'une des super favorites de la CAN. Après l'exploit de se hisser dans le dernier carré au Mondial 2022, elle arrache sa qualification pour la CAN au bout de 2 matchs seulement, en battant les Bafana Bafana d'Afrique du Sud 2-1 et les Leonis Stars du Libéria 2-0 dans une poule à 3, le Zimbabwe étant sous le coup d'une suspension de la FIFA. Avec un jeu fulgurant et un collectif efficace, tous les regards sont rivés sur le Maroc et ses grands noms, Walid Regragui, meilleur entraîneur d'Afrique en 2023, Yessine Bounou, meilleur gardien africain, ou encore Achraf Hakimi, nominé au Ballon d'Or. Les Lions de l'Atlas nous ont fait vibrer en 2022. Nous espérons qu'ils le feront l'année prochaine et nous espérons qu'ils le feront en 2026 et en 2030 évidemment. Les Lions de l'Atlas évolueront dans la poule F aux côtés de la Tanzanie, la RD Congo et la Zambie, des habitués de la compétition. Le Maroc fera son entrée en compétition le 17 janvier 2024 face à la Tanzanie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.